Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons continuer sur les techniques d'approximation pour les systèmes qui varient au cours du temps. Et nous avons vu la technique des perturbations dépendant du temps et le cas de l'application d'une perturbation harmonique. On peut appliquer ça, par exemple, à l'ionisation de l'hydrogène. Alors, on considère un atome d'hydrogène qui est placé dans un champ électrique qui varie de manière sinusoïdale au cours du temps. Et on étudie quelle est la probabilité sous l'influence de ce champ électrique que l'électron soit arraché à l'atome d'hydrogène et que l'atome soit ainsi ionisé. En réalité, cette expérience n'est pas très réaliste parce que pour arracher l'électron, il faut fournir une énergie de 13,6 électronvolts et on calcule alors que ça correspond à une fréquence qui est de l'ordre de 3,6 fois 10 exposant 15 Hz, c'est-à-dire presque 4 millions de gigahertz. Quand on sait que dans les radios que l'on écoute dans sa voiture sont dans les 100 MHz, et là on parle de millions de gigahertz, donc on est vraiment à des fréquences colossales. Par contre, on peut voir ça comme un modèle simplifié de l'interaction avec une onde électromagnétique dans le domaine des ondes ultraviolets. Un photon ultraviolet qui ioniserait l'atome d'hydrogène. Les fréquences des photons ultraviolets sont dans cette gamme-là. Alors, le champ électrique est pris comme étant 2, à nouveau le 2 qui peut simplifier un peu les calculs, fois E0, l'amplitude maximale du champ électrique, fois sinus oméga t. Donc avec un champ électrique qui oscille. On prend comme état de base, comme état initial, UM, l'état U100, c'est-à-dire l'électron dans son état de base, qui est décrit par 1 sur racine de pi A0 cube, A0 le rayon de bord, fois E exponentielle de moins R sur A0. Donc c'est la première orbitale de l'électron. Et on considère comme état final un électron éjecté dans une certaine direction qui fait un angle θ avec le champ électrique. Alors, en toute rigueur, le champ électrique, l'électron est toujours attiré par le proton de l'atome d'hydrogène. Mais on peut négliger cette interaction coulombienne si on considère que l'électron s'échappe suffisamment loin. Dans ce cas-là, on a simplement un électron libre et UK est alors simplement une onde plane de nombre d'ondes K avec un coefficient de normalisation L3,5 qui correspond à une normalisation dans une grande boîte de taille L. Après, il y a les calculs. Alors les calculs, je ne les donne pas, ils sont trop compliqués. On doit calculer la densité des états finaux, puisque là on est dans le domaine continu. On doit calculer également l'amplitude K H'(m), ce qui fait appel à des intégrales qui ne sont pas simples, hein. Bon, c'est pas les pires, mais elles ne sont quand même pas si simples que ça. Donc ça nécessite pas mal de calculs, même de calculs avec de la trigonométrie. Je vous donne le résultat. Alors, on obtient une probabilité d'ionisation par unité de temps. Donc, probabilité que l'électron soit arraché par seconde. Et on obtient 256 mu, qui est
perméabilité, K au cube, le nombre d'ondes de l'électron éjecté, E carré, E0 carré, A0 exposant 7, divisé par pi h cube 1 plus k carré A0 carré fois cosinus de θ, pardon, cosinus carré θ et fois l'angle solide dans lequel l'électron est émis. Un tel résultat en cosinus carré, alors formule ici est assez compliqué, mais c'est la plupart des valeurs, c'est des constantes, hein, donc ce n'est pas si monstrueux que ça. Alors le fait que ça soit en cos carré est logique, même d'un point de vue classique, parce que la force d'interaction entre l'électron et le champ électrique dépend de l'angle, et en particulier quand il se déplace horizontalement, il ne peut pas être arraché par le champ électrique qui lui pointe dans l'autre direction. Donc, le cosinus θ égale à 0 pour l'angle droit. Et donc un tel résultat est assez logique. Alors ça c'est le calcul que l'on obtient au premier ordre de la théorie des perturbations. Alors on peut faire un calcul au second ordre, on obtient des corrections pour ceci, et on obtient également des termes qui correspondent à une ionisation à 2H bar oméga. Donc, un double quantum, et ça c'est tout à fait possible. On peut avoir absorption de 2 quantums d'énergie de l'onde du champ électromagnétique qui sont absorbés par l'électron qui est éjecté. Mais on constate aussi dans les calculs les résultats des termes qui ne sont pas réalistes et qui faussent les résultats. Et si on regarde bien les développements, les calculs, on constate que ceci vient d'un défaut dans la manière dont nous avons développé la perturbation harmonique, le calcul de perturbation harmonique. Nous avons supposé que à t inférieur à 0, il n'y a pas de perturbation, et à partir de t égale 0 et supérieur, on applique la perturbation. Donc, on a une application brutale de la perturbation. Et c'est cette brutalité, ce phénomène brutal irréaliste, qui introduit ces phénomènes non désirés dans les calculs. Alors, on peut être plus réaliste et considérer que la perturbation est appliquée de manière progressive sur une durée finie, T0, qui peut être relativement courte, hein, mais plus réaliste. Et on obtient alors de meilleurs résultats, mais les calculs sont aussi beaucoup plus compliqués. Alors voilà pour la perturbation, la méthode de perturbation. Alors dans la méthode adiabatique, la méthode adiabatique consiste à considérer qu'on a un hamiltonien qui varie au cours du temps, hamiltonien pour lequel on ne peut pas nécessairement appliquer la méthode des perturbations. Si on ne peut pas le décomposer en un hamiltonien H0 simple et une petite perturbation qui varie au cours du temps de très petite valeur par rapport à H0, si on ne sait pas faire cette décomposition, alors on ne sait pas appliquer la méthode. Mais on peut considérer un cas, le cas où l'hamiltonien varie, mais très lentement. Très très lentement. Dans ce cas-là, on peut considérer qu'à un instant donné, l'hamiltonien ne varie presque pas, et donc les solutions doivent être pratiquement des solutions stationnaires, où on n'a pas de variation du tout au cours du temps. Donc, on doit avoir des solutions du type h de t fois un de t égale en de t fois un de t. Donc, on a
une équation pour le cas stationnaire, et sauf que les différents paramètres peuvent varier au cours du temps. Par exemple, si les états sont discrets et que le système est dans l'état M, alors comme il varie très lentement, il va suivre cet état M au cours du temps et rester dans l'état M qui varie légèrement au cours du temps. Cette méthode est donc relativement simple. Le plus intéressant, avec des calculs assez lourds, je ne les donne pas non plus ici, c'est de calculer quelles sont les conditions de validité de l'approximation adiabatique. C'est-à-dire dans quelle mesure ça doit être lent. Hein, on peut calculer à partir de quel moment une variation trop rapide donnerait des résultats incorrects. À l'inverse, on a l'approximation soudaine. Alors c'est tout à fait le contraire de la méthode adiabatique. Elle consiste à dire que là, ça ne varie pas lentement, au contraire, ça varie brutalement. Par exemple, l'hamiltonien est égal à H0, un hamiltonien constant, pour t inférieur à 0, pour le temps inférieur à 0. Et il est égal à un autre hamiltonien, H1, pour t supérieur à 0, à un temps supérieur à 0. Dans ce cas-là, puisque pour les temps négatifs, c'est stationnaire, ça ne varie pas au cours du temps, on a des solutions stationnaires. HUN égale EN, UN. H0, bien sûr, hamiltonien. Et de même, pour les temps positifs, on doit avoir H1, V, mu, donc j'utilise un indice différent pour les distinguer, E, mu, V, mu. Chaque ensemble UN et V mu forment un ensemble d'états de base. Alors, dans le cas général, on va avoir une fonction d'onde psi sur toute la durée, et on peut la décomposer sur les états de base, comme une somme de AN, UN, avec des coefficients appropriés. On peut aussi la décomposer sur l'autre base, somme B mu, V mu. Et en introduisant ça dans l'équation de Schrödinger, des calculs d'ailleurs pas trop compliqués ici, conduisent à B mu égale somme des AN mu N. Les AN sont la condition initiale, c'est l'état du système avant la variation brutale, et on calcule simplement, comme ceci, l'état après la variation brutale. Il y a donc une redistribution de l'état psi sur les états de base, avec cette relation fort simple. On peut l'appliquer par exemple à un oscillateur. Donc on prend un oscillateur dont le potentiel est donné par 1 demi K fois X moins A au carré, où A est la position d'équilibre de l'oscillateur. Et on peut considérer que A est égal à 0 pour t inférieur à 0 et à une valeur finie pour t supérieur à 0. Ça revient, par exemple, pour un ressort, à le déplacer brutalement. Tout simplement. Et si on considère que dans l'état initial, l'oscillateur est dans son état de base, le nombre quantique n égale 0, alors, après cette variation brutale, il se retrouve dans une superposition de tous les états excités, avec une distribution qui d'ailleurs est identique à celle que l'on obtient pour un paquet d'ondes. Voilà, donc pour les différentes techniques qui sont appliquées dans le cas du temps variable. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons quitter ce domaine des approximations, mais nous parlerons encore des approximations parce que nous allons attaquer la description des atomes
autres que l'atome d'hydrogène, des atomes plus complexes, et les molécules. Et donc, nous parlerons des techniques d'approximation pour décrire ces cas où l'équation de Schrödinger ne peut pas être résolue de manière exacte. Je vous remercie.